Salut à tous à toutes et bienvenue pour une nouvelle review, toujours dans ce Mania Weekend. Et aujourd'hui on va parler de cette nuit de NXT TakeOver Stand and Deliver. La nuit 2 qui avait lieu le lendemain de la nuit 1, le jeudi 8 avril 2021 à 2h du mat sur le network exclusivement cette fois, pas sur Essay Network comme l'était la nuit 1. On est toujours à la même arène, donc je vais pas rabâcher ce que j'ai dit lors de ma review de la nuit 1, on a toujours la rampe, on a toujours le crâne, tout ça. Une nuit 2 principalement quand même qui avait quand même des plus gros matchs et qui est quand même beaucoup plus longue, quand même 40 minutes de plus que lors de la nuit 1. Des matchs qui étaient quand même assez importants et qui me hypaient beaucoup, mais qui m'ont déçu. C'est quand même assez particulier parce que j'ai préféré la nuit 1 à la nuit 2, et je vais vous analyser tout ça tout de suite, et on va démarrer avec le kick-off de cette soirée. Breezango affrontait Killian Dain et Drake Maverick dans un tag team match sans build-up. 8-38, 2-3 quarts, c'est pas incroyable. On va voir un face contre face avec Breezango qui vont jouer les heels dans ce combat en faisant une sorte de domination sur Maverick. Un Maverick qui va faire 80% du combat dans le ring. Il va se faire déglinguer par Fandango puis Tyler Breeze. Le tag fait à Killian Dain. Drake qui va courir et esquiver les deux pour faire le tag. Dain va rentrer dans l'art, va faire ce qu'il sait faire, des springboard senton, des gros Uranage, voilà, le Killian Dain que j'aime beaucoup. Mais moi ça me fait chier de le voir en équipe, malheureusement, surtout à côté de Drake Maverick, hein, qui est maintenant vraiment un personnage clairement comedy wrestling après son push, si on veut, face à Escobar. Ah, ça remonte, hein. Et vers la fin, Maverick va vouloir faire une sorte de faille, enfin, tape-moi en 5 à Killian Dain. Dain va le prendre un peu rebond, va le jeter sur Fandango au sol, et il va être KO sur Fandango, le tomber pour le compte de 3 à la victoire de Killian Dain et Drake Maverick. Je sais pas s'ils auront un title shot après, vu que j'ai entendu les commentateurs parler de number one contender. Je ne sais pas trop, mais pourquoi pas un title shot, voilà, ça peut être sympa. Le match est pas fantastique, c'est du hockey, mais c'est très simpliste. On a ouvert le show avec Poppy qui nous a interprété le thème de TakeOver, il me semble. Enfin, elle a fait une interprétation en live. Voilà, c'était ce qu'il fallait dire. L'opener de ce show était pour l'unification des titres Cruiserweight de NXT. Dans un leather match, Santos Escobar et Jordan Devlin se battaient donc la ceinture ultime de Cruiserweight. 18 minutes 08, 3,5, j'en attendais plus. Très déçu, comme. Je suis assez déçu de ce combat. Il n'est pas mauvais, hein. Ce TakeOver, il n'y a aucun mauvais match. Mais j'en attendais plus, évidemment, parce que c'est comme TakeOver. TakeOver, ils en font toujours des trucs assez épiques. Et là, malheureusement, je trouve sur ce match-là, ils en ont pas assez fait. On va avoir une grosse brawl au début, quelques spots avec des échelles. Quand je dis quelques spots, c'est vraiment juste très peu de spots. On va avoir la planchette japonaise qui va propulser Devlin sur l'échelle. On a un super tornado DDT depuis l'échelle, un super moonsault depuis l'échelle de Devlin. On va voir les Legado qui va intervenir dans ce combat, qui va vite se faire déglinguer. On a aussi un Phoenix Splash de Devlin depuis 2 échelles au centre du ring. Et plus tard, les deux vont se battre en haut d'une échelle. Escobar va pousser Devlin qui va tomber à travers une échelle qui était posée dans le coin, un peu le spot de Orton et Cena, mais c'était avec une table lors de TLC, je ne sais plus combien, je ne sais plus en quelle année c'était. Peut-être 2016, non, c'était avant Mania 30, donc 2013, putain ça remonte, hein. Et donc, Escobar va donc décrocher les ceintures et donc devenir le champion unifié et donc indisputé Cruiserweight. C'est un leader match classique, on n'a pas de spot novateur, c'est très classique. La célébration d'Escobar avec la Legado del Fantasma et un enfant qui, je suppose, est son gamin, c'est très face alors que c'est censé être un clan de heal pur. J'en attendais plus, je m'attendais à plus, malheureusement, c'est bien dommage. Devlin qui a fait le boulot, et bon, même si le vainqueur était un peu logique, puisque Devlin
va certainement plus être utilisé du côté de NXT. UK, voilà, peut-être pour l'Heritage Cup, peut-être pour ce fameux match face à Walter que j'attends, le fameux Walter contre Devin qu'on n'a pas encore eu du côté de WWE. Le match suivant était pour le titre féminin par l'équipe de NXT. Blackheart, donc Shotzi Blackheart et Ember Moon, défendaient leur ceinture face à Candice LeRae et Indy Hartwell The Way. Le build-up c'est très simple, backstage, Candice et Indy disent que TakeOver vous affrontez une vraie équipe. Point, voilà, c'est le build-up. 10-35, 3-1/4, c'est très classique, hein, c'est très classique. Les championnes, je vais vous le dire tout de suite, vont conserver. Voilà, Indy Hartwell qui n'a pas fait grand chose dans le combat à part se prendre le pin. Candice LeRae qui a été très absent dans ce combat aussi. La fin très simple. On va avoir un Eddie Flightliner de The Way, mais Ember va casser le tombé. Double eclipse d'Ember Moon sur les challenges, suivi du Top Rope Senton de Shotzi sur Indy Hartwell pour la victoire. Non, j'ai rien à dire. Même on n'a même pas un booking classique. On pourrait se dire les heels vont dominer le combat et puis retournement des faces. Même pas, non, les faces sont dominés 70% du combat. C'est assez curieux parce que The Way est l'une des seules équipes vraiment féminines qu'ils ont du côté NXT. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus, mais voilà, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, hein, c'était un match qui était voilà, comme ça. Juste après, donc on a Stephanie McMahon qui est avec Gable Stevenson en présentation, voilà, aux abords du ring, qui est donc une nouvelle signature hein, du côté de NXT. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Clairement, on nous dit qu'il est olympique, NCAA Division 1 National Champion. Qu'il a gagné le Denny Hodge Trophy. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais... NCAA, je crois que c'est du côté de la NFL. Je suis vraiment mauvais. Je suis mauvais en sport américain, j'arrive à m'en sortir en basket, mais le reste... certainement la NFL. Voilà, je suis très approximatif hein, sur cette annonce de Gable Stevenson. Il a une belle gueule, en tout cas, très charismatique. Un super bras tatoué, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose avec. Je pense que ça peut être un super projet du côté de NXT. Et ben vu son passé, il n'a pas fait du catch indé, donc pourquoi pas un Made in WWE, hein, pourquoi pas, ça peut être sympa. On va enchaîner avec le titre nord-américain. Johnny Gargano, qui est accompagné de Austin Theory, défendait sa ceinture face à Bronson Reed, qui avait gagné sa place pour ce match-là dans le Gauntlet lors de la nuit 1. Gargano qui va arriver avec une petite armure sublime. Je sais pas s'il y a une ref particulière, est-ce que c'est une ref à Sub-Zero, peut-être, je ne sais pas. 16-23, un David contre Goliath avec un Big Man face. Gargano qui va avoir des mimiques et un catch heel. Donc évidemment, c'est moins bon. Je vous l'ai déjà dit, Gargano en face, c'est beaucoup plus intéressant. Là, il va jouer le heel, donc il va être comme le match face à Keith Lee qu'on avait pu avoir à New House. Ça va pas être fameux. On va avoir pas mal de spots quand même. Austin Theory va intervenir à un moment donné pour mettre le pied de Gargano sur la corde, mais sans plus, après il va se faire vite déglinguer par Bronson Reed, ce qui va permettre à Gargano de revenir dans le combat, même s'il dominait un peu le fight. On a un Supreme DDT qui va être renversé en une sorte de double leg lock slam, un peu le finish à Trent du côté de AEW. Near fall de Gargano, Reed, ce super kick de Gargano, Reed va en enchaîner un autre, moonsault, Gargano va rouler pour l'esquiver, suivi de 2 apron springboard DDT pour la victoire de Gargano, qui conserve. Il n'y a pas de build-up, donc c'était un match de défense, ça fait une défense en plus pour Gargano qui conserve son titre et qui obtient vraiment enfin un vrai règne de champion, même si il l'a défendu quand même pas mal de fois. Quelle suite pour Gargano pour la ceinture? Certainement un des mecs qu'on a eu dans le Gauntlet. Peut-être Isaiah, peut-être Grimes. Je verrais plus... peut-être je sais même pas, parce que Dexter Lumis, il devrait logiquement avoir un shot. Mais vu comment c'est buildé, il va être en rivalité avec LA Knight. Donc à voir tout ça, 3,5, c'est pas non plus fantastique. On arrive dans les deux co-main events. Quelle connerie ça. Avec le titre de NXT. Finn Balor défendait sa ceinture face à Karrion Kross. Ils ont osé faire ça. 17 minutes 08 de combat. La durée est bien. Karrion Kross a encore fait une entrée très bien. Finn Balor qui va
Sublime entrée de Finn Balor avec plein d'images en noir et blanc qui vont popper sur les écrans dans le dôme. Avec une croix peinte en rouge sur son corps, hein, voilà. Bon, ça fait une petite référence au démon, mais voilà. Clairement, il dit il a pas besoin du démon. Comment dire, Cross, il va dominer le début du combat parce que il est dans ce gimmick de l'indestructeur, le botteur de cul, et ça fonctionne très très bien avec Karrion Kross. Hein. Je suis pas un énorme fan du catcheur, mais ça fonctionne bien. Il est dans un booking qui fonctionne. Balor va sentir qu'il va avoir beaucoup du mal, donc comme dans chacun des combats de Balor, il va faire du chain wrestling en attaquant le bras de Karrion Kross, qui est très très bien buildé, et surtout qui est très très bien, très bon selling, hein, de Karrion Kross finalement dans ce combat-là. On va avoir beaucoup de near fall hein, du côté de Finn Balor. Kross qui va être l'homme fort de ce combat, mais malheureusement qui va faire très peu de choses. Comme à son habitude, Finn Balor va porter le combat. Kross va faire quelques prises, hein. Il va en faire quelques prises, on va avoir 3 shotgun dropkick, suivi du coup de grâce, le near fall. Pendant le near fall, il va choper Finn Balor dans une sorte de sleeper hold. Il va réussir à s'en sortir grâce à des coups dans l'abdomen. Et derrière, je ne sais plus ce qui se passe, je crois que Finn Balor porte une sorte de bear hug au sol. En bloquant le bras évidemment affaibli de Karrion Kross. Scarlett Bordeaux va faire une sorte, va crier, va donner une aura, une puissance en plus. Toujours dans ce personnage de Scarlett qui donne la force, qui sort d'avoir d'une aura particulière, d'être une sorcière finalement. Kross, on ne sait pas comment, va se réparer le bras finalement, va s'en sortir, va détruire la nuque de Finn Balor avec des coups dans le bras, une grosse diamant suplex, suivi de sa back suplex et 2 running elbow dans la nuque de Finn Balor pour la victoire de Karrion Kross, qui devient 2 fois champion NXT. C'est un 4 étoiles, c'est un bon match, hein. C'est un bon match. Je dis pas le contraire. Mais, une nouvelle fois, Balor porte tout le match. C'est incroyable. Finn Balor et je vais me faire tailler, hein, mais c'est pas grave. Et actuellement, chez WWE, l'un des meilleurs catcheurs de la promotion. Et vous connaissez mon amour pour Finn Balor, qui est un de mes catcheurs préférés ever. J'ai commencé à le suivre au Japon, je l'ai suivi pendant tout son parcours. C'est un catcheur incroyable. Mais je ne veux pas revoir Kross champion, en fait. Moi, ce que je voulais voir, c'était que Karrion Kross perde. Et comme ça, Karrion Kross allait aller dans le main roster. Pour ensuite... voilà, parce qu'il a sa place dans le main roster. Je n'aime pas Karrion Kross en tant que catcheur, mais le personnage de Karrion Kross, il est fait pour le main roster, en fait. Il est fait pour le main roster, pas pour NXT. Je peux comprendre que Triple H et tous les officiels d'NXT, ils disent, bon, il a eu son premier titre, mais il s'est blessé. On veut quand même lui donner un règne, pas un règne de quelques jours, mais un vrai règne du côté NXT. Je peux comprendre cette optique. Mais le souci, c'est qu'on va rebalancer Finn Balor dans le main roster, et il va encore se retuer, Finn Balor. Parce que là, le Finn Balor face qu'on a vu du côté du main roster, bah, il était éclaté. Il s'est totalement reconstruit du côté de NXT. Il y a eu une vraie reconstruction de personnage, des belles promos. Mais malheureusement, s'il retourne dans le main roster, ça va pas le faire. Parce que c'est pas les mêmes personnes aux commandes. Les personnes qui sont aux commandes de Raw, de SmackDown, c'est pas les mêmes qu'NXT. Et Finn Balor ça va être un heel basique. Peut-être pendant les quelques premiers mois, il va être très très bien utilisé et très important. Mais au final, après, où est-ce qu'il va être? Ben, il va courir dans l'actu 24/7. Et ça me fait chier, putain. Mais ça me fait chier, bordel. Donc, je prie, mais tous les dieux, hein, je deviens bouddhiste, musulman, tout ce que tu veux, je prie tous les dieux pour que Finn Balor ne retourne pas dans le main roster. Mais là, je suis en train de croiser tous les doigts, tous les orteils, tout ce que tu veux, pour pas qu'il retourne dans le main roster. Putain! Voilà, on va se calmer, hein, on va rester calme. Mais ça me fait chier, putain, ça me fait quand même chier, j'espère qu'il va rester dans le main roster. Enfin, qu'il va rester du côté NXT, mais j'espère tellement. Mais bon, je me mets un dos dans l'œil, quoi, en pensant ça. Et donc, le main event. Le Unsanctioned match entre Adam Cole et Kai
O'Reilly. Donc il fallait qu'il fasse cet affrontement du côté de WWE. On va revenir un peu sur toute l'histoire, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Il me semble que j'avais déjà fait la review du show où ils avaient eu déjà leurs 2 premiers affrontements, puisque donc c'est le 3e affrontement dans cette trilogie entre les deux. Ils s'étaient déjà affrontés du côté d'ROH dans un ROH Super Card of Honor. Ils s'étaient affrontés à Wrestle Kingdom. Donc là, c'est le 3e qui est censé... voilà, c'est un peu le Kevin Owens Sami Zayn en moins poussé, parce que ça, le Kevin Owens Sami Zayn, c'est sur beaucoup plus d'années que Adam Cole, O'Reilly. Les deux sont des anciens potes. Ils ont fait leur début ensemble. Ils ont catché ensemble. 40 minutes 22. 40 minutes. C'est tellement long. Mais c'est tellement long. C'est l'un des moins bons matchs de la trilogie. Ils en ont fait des caisses. Mais ils en ont fait des caisses dans ce combat. C'est un combat que j'attendais évidemment. Depuis que Adam Cole il a brisé Undisputed Era, c'est le combat que je voulais voir. Je me suis dit putain, ils vont me faire mon Adam Cole Kyle O'Reilly dans un match sans sanction, je veux le voir. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Alors on va voir la sécu qui va venir, bon avec des noms qui viennent de signer, Brock Christian, Casanova, on va les reconnaître. On a 2 nouveaux thèmes, bon je vais pas parler de la musique, mais c'est très générique, hein. C'est très générique comme musique. On va avoir une grosse brawl au début du match, on va avoir plein de spots, je vais pas parler de tous les spots qu'il y a eu. On va voir qui dit O'Reilly et Adam Cole dit chaîne, donc la chaîne avec bien sûr le fameux fameux cross armbar de Kyle O'Reilly avec la chaîne autour du bras d'Adam Cole, la petite référence à leur match de ROH, c'était logique, ça fait un petit clin d'œil. Mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. On va voir le spot où on a une sorte de guillotine choc et O'Reilly va se... Enfin, Adam Cole va se jeter sur la rampe qui n'est pas métallique pour passer à travers. On va avoir à un moment donné, il va mettre la chaîne autour du cou de O'Reilly. Et l'arbitre qui va crier sur Adam Cole, ne fait pas ça, alors que c'est un match sans sanction. Derrière Adam Cole qui va frapper l'arbitre. Il avait juste à pas l'écouter et le faire, parce qu'il n'y a pas de sanction, donc d'un côté, il aurait pu continuer. Derrière, il fait son Panama Sunrise, évidemment, l'arbitre est KO. Donc évidemment, il peut pas faire le pin et pas gagner le combat. Il y a tellement d'incohérences dans ce combat-là, parce que c'est un match sans sanction, ils en font des caisses. Il y a des near falls dans tous les côtés, il y a des last shots, il y a des near falls partout. On a un brainbuster sur la tête du commentateur. On a une boîte optique qui est sortie avec une clamonnette pour frapper à Kyle O'Reilly au niveau des côtes dedans. Et la fin... à la fin, on a un low blow de Kyle O'Reilly qui rend le low blow d'Adam Cole qui avait plutôt eu lieu dans le match. Ils étaient sur la 3ème corde, Adam Cole tombe sur une chaise qu'il avait placée en dessous avec les pieds de la chaise... Enfin, comment dire... Le support de la chaise au niveau des fesses et du dos sont contre le ring, et donc les pieds sont vers le ciel. Et Adam Cole tombe dessus, O'Reilly entoure la chaîne qu'il avait autour de son genou, fait un diving knee top rope, enfin second rope, sur Adam Cole, la chaise pète, pour la victoire. Mais, ouais, 4 étoiles, il ne peut pas mettre plus, hein. Parce que ils en font des caisses, c'est overbooké à mort. Mais à mort. Et j'aime bien l'overbooking, hein. Franchement, moi, je suis pas contre... je suis pas dans cette optique que l'overbooking, c'est le truc qu'il faut pas faire dans le catch. Tu peux en faire. Mais quand il est bien exécuté. Là, c'est un overbooking beaucoup trop mal fait, en fait. Il est mal fait du début à la fin. Et ça me fait chier, putain, de finir une histoire pareille sur ça. Adam Cole, là, c'est même sûr et certain que Adam Cole, il va aller dans le main roster. Peut-être même que les deux vont aller dans le même roster. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Bobby Fish, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Roderick Strong, mais je pense clairement que Roderick Strong et Bobby Fish, c'est mort, il y aura pas de suite. Ils vont... Je vois pas ce qu'ils peuvent faire avec eux. O'Reilly, si le push en solo, c'est pas le meilleur truc à faire. Mais voilà, j'ai quand même un profond respect pour O'Reilly, qui est quand même, on rappelle, asthmatique et diabétique.
Faire un match de 40 minutes dans ces conditions, franchement, bravo. Mais le match est beaucoup trop long, il y a trop de temps mort. J'aurais clairement mis 25 minutes, 25, max 30 minutes, c'était suffisant. Et le match aurait été clairement mieux, mais là, il y a beaucoup trop de temps mort dans le combat. Hein. Beaucoup trop de temps mort. Et ça me fait chier parce que je l'attendais tellement, ce combat. Putain. J'ai pas envie de dire c'est le pire takeover de l'histoire, mais c'est l'un des pires. C'est vraiment l'un des pires. Il y a plein de combats, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont ok. Ils sont ok, et il y en a qui sont décevants. Et clairement, j'ai préféré la nuit 1. Et la nuit 1 dure un peu plus de 2 heures, et c'est tout. C'est vachement court. Et non, mais voilà. Je suis très déçu. Très déçu ce qu'ils ont fait dans le main. Voilà, très déçu. Bon, je vais m'arrêter là avant d'en parler plus. Si vous avez lu le show, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Vous aussi, est-ce que vous avez été déçu des combats Quel combat vous avez préféré Moi, clairement, c'est le Balor Cross, hein, mais... Voilà. N'hésitez pas à mettre un like, à dire en commentaire ce que vous avez pensé, la cloche, le référencement, tout ça, les liens, l'abonnement, voilà, je vous répète tout le temps. On se retrouve très très vite hein, pour une prochaine review de ce Mania Weekend. Catch et amour, des bisous, et surtout, peace out.